les amis, bonsoir à tous et tous, bonsoir Laurent, bonsoir Super Gorette, Mali, je sais pas qui non plus, à chaque fois je me... Pauvaresse, bonsoir aussi. J'espère que vous allez bien, nous sommes réunis en ce mercredi, je regarde la date parce que ça défile tellement vite, 13 mai 2026. Et comme l'a justement rappelé mon invité tout à l'heure, nous sommes à 3 ans de réintégration des suspendus, sujet qui fait encore débat aujourd'hui parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, ce sujet n'est pas terminé. Nous sommes encore en plein dedans. Le Covid-19, cette grande pandémie, parce qu'aujourd'hui on en a les preuves. On voit bien aussi tout ce qui se passe aux États-Unis, notamment Anthony Fauci, notre super gourou, j'allais dire, et je crois qu'il s'appelle Moretz, son ancien conseiller, lui a été condamné officiellement. Donc on va s'en reparler ce soir. La semaine dernière, on a été avec Macha, à qui je dédie aussi cette émission. Macha qui est ma filleule dans l'opération parrainage et marrainage de Cécile Maïchak de Dozumani, qui a été très émotionnelle, très forte. Donc on se parlait des effets secondaires avec Macha, puisqu'elle a été victime de l'injection. Et ce soir, on va se parler encore une fois à cœur ouvert, parce que je vous le dis souvent, le bien-être sans conscience n'est que de l'obéissance, et la lucidité, elle, ouvre des portes. Et sur cette chaîne, on reçoit des personnes lucides, on reçoit des personnes qui ont compris et qui se battent. Et ce soir, je reçois une guerrière. Elsa, merci infiniment d'avoir répondu présente, encore une fois, à mon invitation. Elsa Ruller, grande guerrière, de lumière, souvent dans l'ombre, j'allais dire, parce que tu t'affiches pas beaucoup. Et on va parler ce soir, entre autres choses, évidemment, de ton livre. Alors, attends, je sais pas si on voit bien. Voilà, là, c'est mieux peut-être. Paroles de soignants suspendus. Avec un avant-propos de DJ Van Kovlert. C'est bon? Yes. Ça passe. Non, j'avais peur pour le nom de mal le prononcer. Et une préface aussi de Michèle Rivasi, donc ancienne députée européenne. Donc j'ai pris plein de notes. Comme je te disais en off, je me suis dit, ça va être compliqué de replonger là-dedans en tant que suspendu aussi et toute cette période. Et au final, pas du tout. C'est un ouvrage essentiel déjà à lire, à avoir dans sa bibliothèque. Donc je vous ai mis le lien et tu l'as aussi, Eric, normalement dans le chat privé, le lien pour le commander. Essentiel parce que tu témoignes en fait, et tu fais parler des personnes durant cette période-là. Et je pense que c'est intéressant aussi dans Parole de soignants. En fait, il n'y a pas que des soignants, parce qu'il y a, moi j'en fais partie aussi, tout le côté médico-social en fait, et social, et aussi des personnes qui étaient dans l'administratif, dont toi qui a été suspendu. Donc Elsa, si tu veux bien te représenter, ou te présenter pour les personnes qui ne connaîtraient pas, ici j'en doute un peu, mais au cas où, et après on va parler de ton bouquin. Si, ce serait bien que les gens ne connaissent pas, et justement, parce qu'on échange justement et on essaye de faire passer l'info. Donc, Elsa, une maman de 2 magnifiques enfants qui grandissent trop vite, bientôt majeurs et quittent le nid. Ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Et puis, assistante de gestion de métier. J'ai été salariée de l'hôpital de Montélimar plusieurs fois dans ma carrière, dont je suis revenue en 2018. J'ai intégré un syndicat en 2020, puisque mon cher et tendre directeur avait décidé de me faire descendre un étage, au sens propre comme au sens figuré, puisqu'il n'aimait pas ma manière de servir. Donc ça m'a fait intégrer le syndicat, et j'ai intégré le syndicat pile à la période donc du Covid. Et d'ailleurs, pour petit rappel, aussi en pleine période de grosses manifestations qui prenaient beaucoup d'ampleur pour les retraites et contre la réforme des retraites. D'ailleurs, depuis, on en entend encore parler de temps en temps. Il y a des rebonds, mais on nous fait encore des choses à l'envers, dans l'ombre, faut pas l'oublier. Donc, tout ça pour dire, 2020, j'intègre le syndicat en pleine période de réforme de la retraite, et 2021 tombe l'obligation vaccinale. Donc, je ne pouvais pas ne pas réagir. En fait, ça a été plus même sanguin. Ça a été d'une poussée en l'air. Et puis,
quitte à bafouer le secret médical, parce que de toute façon, les autres le font et tout le monde le fait depuis cette période Covid, je suis vaccinée de toutes mes vaccinations, y compris 4 hépatites B, pour être sûre de pouvoir travailler à l'hôpital à chaque fois, puisque je ne génère pas d'anticorps. Et donc, comme mon corps ne génère pas d'anticorps, à chaque fois, on m'a fait une petite piqûre. Donc, on m'en a fait une dans les années 2000, une autre dans les années 2005 et une autre, d'ailleurs, pareil, dans les années 2010. Et avant ça, j'en ai eu une quand j'étais plus jeune. Donc, je suis étiquetée de manière incorrecte, puisque je suis plus vaccinée que même certaines autres personnes ou même certains médecins de plateau. Certainement, même leur dossier, puisque je vous rappelle que c'est du secret médical. Normalement, et effectivement, tu l'as rappelé à juste titre, durant cette période-là, on a vu ce secret médical complètement être explosé, et c'est pas grave, en fait, aujourd'hui, on sait qui est vacciné, qui ne l'est pas, en tout cas du Covid, contre le Covid-19. J'aimerais bien qu'on revienne juste, si tu veux bien, puisque j'ai noté plein de points, sur la préface de Michel Rivasi, page 15, qui dit que, en fait, elle avait déjà capté ça à d'autres périodes, ça existait déjà, entre le Covid, et elle écrit « Minimiser les risques, minimiser les chiffres, c'est la même méthode que nous resservent maintenant les stratèges de la communication du gouvernement. Combien de soignants exclus et sortis du système, interdits d'exercer ou hors activité, suite à la loi du 5 août 2020 ?» On ne sait toujours pas. Donc là, c'était en 2022 qu'elle écrit ça, si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, est-ce que nous avons plus de visibilité sur ces chiffres justement de soignants dits suspendus? En tout cas, moi j'en connais beaucoup dans mon entourage qui ont quitté le métier et qui font des métiers complètement différents en fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plus de visibilité là-dessus? Mais bien sûr que non, on n'en aura pas, et puis on ne pourra pas les trouver parce que de toute façon, ce ne sera pas une case de statistiques. Et je me souviens bien, alors pour revenir en arrière, comment Michel a atterri sur cette préface. C'est très simple, Michel et moi étions voisines. Et on s'est connus à l'époque en 2000, un peu avant 2015, mais bien plus après 2015, quand le père de mes enfants est décédé, puisque, il est décédé dans la commune où elle vit, et on vit dans des petits villages. Donc, il y a toute une solidarité, puis on a des amis communs, je connais ses filles, voilà, d'autres personnes en commun, et en octobre 2000, un peu avant, octobre 2021, même avant, je crois. Je suis allée la voir, je sais plus, il faudrait que je retrouve mes messages. J'ai trouvé ses coordonnées et j'ai pas hésité une seconde à aller la voir et lui dire: est-ce que vous êtes au courant, vous, au Parlement européen, de ce qui se passe, nous, aux bas étages, là-bas, dans les établissements? Elle m'a dit: non, pas du tout. On a passé quelques heures à discuter, et là, j'ai vu Michel se transformer en dragon, tapant du poing sur la table comme elle pouvait le faire, en disant: comment ça? Qu'est-ce qui se passe? À n'avoir aucune information. C'est-à-dire que y a rien qui remonte jusqu'à l'étage quand il se passe quelque chose en interne. Il n'y a pas une communication ascendante. D'ailleurs, il y en a déjà pas trop descendante, sauf pour des obligations. Et puis, il n'y a pas de communication, je dirais, de flux communicatif entre la base et les autorités. Et donc, lors de cette conversation, c'est là que ça atterrit avec son idée de conférence de presse. On est resté en lien, on s'est tenu au courant, le nombre de personnes, etc., etc. Puis nous, à l'époque, on avait réuni des collectifs, puisque quand on a posé le préavis de grève illimité, donc le 17 juillet, si ma mémoire est bonne, 17 juillet 2021, on s'est retrouvé à être appelé par plein de syndicats. Oui, effectivement, certains syndicats
et de certaines structures sur toute la France nous avaient appelés, rejoints avec Martinique et Guadeloupe. Et donc, on s'est retrouvés à se resserrer. C'est là que nous aussi, on s'est un peu connus de plus ou moins près avec les BBL, avec le lien avec Priscille, avec le collectif d'Aix, avec la Corse, avec Corse Humanis, enfin, je vais pas vous les citer. À l'époque, on était 150. Il y avait plus de 150 collectifs, en moyenne d'adhérents entre 5 à certains collectifs avaient 200 personnes dans leur groupe. Et donc, là, nous, on est parti sur des chiffres estimatifs, partant d'où? Du fait que nous, le 15 septembre 2021, les prévisions sur l'hôpital de Montélimar étaient que 10%, d'après le recensement qu'on avait fait avec mon syndicat, c'était que 10% des salariés allaient être suspendus s'ils n'étaient pas vaccinés au 15 septembre 2021. Ça, c'est des chiffres qu'on avait recueillis durant l'été et à partir des annonces du 12 juillet. Donc, en fait, on était parti du principe que selon la taille de l'établissement, s'il y avait entre 5% et 10%, on avait pris une fourchette quand même en faisant une moyenne, on se retrouvait avec plus de 130 000 ou 100 000 suspendus. Au pétard, le jour où j'ai dit ça à Michel, elle a fait des bonds de 4 mètres de haut. Et là, elle a interpellé les uns et les autres. Elle a dû m'appeler je ne sais combien de fois, même avant des réunions. Il y a un soir, elle m'a appelé. Elle m'a dit, j'ai réunion avec les syndicats européens. Est-ce que tu peux me confirmer que ton estimation est de 130 000 parce que personne ne veut me croire, vu que les chiffres disent 10 000 et vous avez bien vu tous à la télé qu'on nous a dit 1500. Enfin, moi, le jour où j'ai une copie écran encore de ce 1500 affiché aux infos, qui m'a donné un peu envie de vomir parce que, oui, quand on regardait les estimations en estimant seulement les établissements publics, on pouvait estimer à une centaine de milliers de personnes qui en étaient préoccupées courant d'été. Si on regarde les statistiques des personnes qui ont été vaccinées de force par la contrainte et par le chantage à l'argent, et par ce chantage à l'obligation, et ce chantage au porte-monnaie, j'insiste, et la propagande par la peur, à un moment donné, on regarde les statistiques et on voit bien que la plupart ont été vaccinés. Chez les soignants, il y a un pic de vaccination juste avant et entre la période du 15 septembre et du 15 octobre où le gouvernement d'un seul coup avait dit les gars, on leur laisse un petit délai, sinon on perd tout le monde. Ah, donc en fait, on n'est pas à 15 000. Pourquoi on laissait un délai d'1 mois si on n'avait pas peur de perdre autant de soignants? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a compté les démissions, ça a compté les interdictions d'exercer, ça a compté les gens qui ont arrêté. Et si vous vous souvenez bien, je m'en suis rappelé, moi, hier lors d'une conversation, il y a eu aussi le changement de la loi entre 2021 et 2022, donc c'était réfléchi déjà en 2021, puisque si c'est appliqué en 2022, c'est quand même réfléchi avant, parce que même si ils réfléchissent pas correctement, ils essayent de réfléchir comme il faut, et même si le résultat n'est pas bon, on est bien d'accord. Mais je vous rappelle que c'est dans la même période que dans le droit du travail, on nous a changé le fait de l'abandon de poste devienne d'office une démission. Donc, il y a eu un trouillomètre de perdre des CDD, il y a eu un trouillomètre à 2000 de la part du gouvernement de tous les interdits d'exercer qui démissionneraient, partiraient en disponibilité ou qui se laisseraient suspendre. Et effectivement, des vrais suspendus, des suspendus de fait de la loi du 5 août, il peut y en avoir peu. Mais ça tournera toujours autour d'une dizaine de milliers. C'est déjà beaucoup trop puisqu'on manque de soignants dans tous les établissements. Donc non, on n'aura jamais de chiffres parce qu'on a noyé le poisson au milieu de tout un cas de catégorie de soignants
de soignants. On a oublié, pas nous, pardon, ils ont oublié qu'à un moment donné, le plombier, il irait se mettre à son compte ou il irait travailler dans une autre boîte, que le jardinier, de toute façon, il pouvait toujours faire autre chose. Donc, sa fin de CDD, il s'en lave les mains. Et donc, que ce soit dans le privé, dans le public ou dans l'associatif, on ne pourra jamais, tant qu'ils ne nous mettront pas des statistiques en bonne et due forme, du fait de la loi du 5 août. C'est-à-dire qu'on devrait avoir et j'appelle, tiens, on pourrait lancer un appel à des statisticiens, ce serait super intéressant. Je fais un petit clin d'œil à ceux que je connais, avec qui je communique, en disant, est-ce qu'à l'occasion de vos recherches, on pourrait pas aussi tabler sur combien il y a eu de démissions, combien il y a eu de fins de CDD non renouvelées, puisque ça, c'est des chiffres qu'on peut avoir, combien on a eu de mise en disponibilité, combien on a eu d'arrêts maladie, parce que oui, effectivement, il y a des soignants qui ont fait des faux passes pour aider des gens, mais il y a des soignants pour s'aider eux-mêmes, ils ont couru à l'arrêt de travail, et c'était légitime, puisque la situation était tellement délétère que ça les a rendus malades, et pour une fois, ils sont allés chez le médecin pour se faire arrêter, en se disant, là, c'est une question de ma survie pour ne pas péter les plombs. Parce qu'un soignant, ça va pas se faire arrêter. Le chantage aux patients, d'ailleurs, ils ont bien su le faire. Hein. Un soignant, sa vocation, c'est de prendre soin. Donc, automatiquement, on se retrouve dans un chantage trop facile. Voilà, il a fallu qu'on se fasse violence les uns et des autres en disant « Non, mais tant pis, ils le veulent, mais moi, c'est ma survie. » Donc, voilà, les CDD, les fins de CDD, les démissions, les disponibilités, les mises en arrêt maladie dans une période entre juillet et on peut tirer jusqu'à novembre ou décembre 2021, puisque certains établissements ont réussi à faire un élargissement. Et puis l'augmentation de vaccination d'un seul coup, parce qu'en fait, surtout par catégorie socio-professionnelle, là, on y trouvera des chiffres, mais ils seront encore flous, mais un petit peu plus exacts que ce qu'on a pu donner, nous, de manière estimative. Ouais, mais Elsa, là, c'est important. Dans ce que j'entends, et tu as raison hein, de faire des stats, mais encore faudrait-il un cadre bien défini pour faire des statistiques vraies et révélatrices. Tu vois, parce que quand on parle de, déjà, même soignants suspendus, déjà, c'est faux factuellement. Ce ne sont pas que des soignants proprement parler. Tu vois, Nicolas, qu'on connaît en commun, pour ne citer que lui, par exemple, il n'était pas du tout soignant. Il transportait des organes. Voilà, il était dans sa camionnette. Il n'avait aucun rapport avec les patients, si ce n'est de temps en temps qu'il avait envie de discuter, voilà, à la pause ou autre. Mais il n'avait aucun contact, comme d'autres ont pu, comme toi, assistant de gestion, qui était même mise en télétravail. Enfin, tu vois, donc c'est même soignant, déjà, c'est erroné. En fait, c'est soignant, ce qu'il faut prendre pour les stats, il va falloir aller refouiller la liste des métiers concernés nommés dans la loi du 5 août. C'est tout à fait ça. Tu as raison de soulever le fait soignant au sens propre et au sens professionnel du terme. C'est pas là qu'on va aller chercher parce que il y a les infirmiers, les aides-soignants, on a les agents de nettoyage, on a les plombiers, le service technique, l'électricien, le cuisinier, on a toutes les catégories professionnelles du monde hospitalier, mais aussi du monde associatif, et aussi du médico-social, et aussi du privé. Parce que dans le privé, on a aussi les diététiciennes, on a aussi, il y a eu les ergothérapeutes, on en a aussi dans le public, mais un peu moins. On a les kinés, on a aussi dans les professions libérales. Toutes les professions libérales ont été concernées. Les ostéos ont été harcelés par les ARS, par exemple, parce qu'ils n'ont pas d'ordre. Donc, en n'ayant pas d'ordre, c'est l'ARS qui harcelait à l'époque. Mais il y a tous ces collèges de métiers qui sont concernés et de professions, parce qu'à un moment donné, ils ont voulu mettre la pression sur
sur ceux sur lesquels c'était le plus facile de mettre la pression avec le chantage au patient et au bien-être de l'autre. Parce qu'ils ont essayé dans d'autres métiers, hein, dans la restauration et ailleurs, chez Air France, à la BNP, il y a des gens qui ont reçu, j'en ai pas parlé, j'en parle pas dans le livre parce que pour moi c'était mettre en valeur la loi délétère qu'est celle du 5 août et les autres décrets, mais il y a aussi d'autres corps de métier qui ont été concernés par la suspension et qui se sont fait croire, à qui on a fait croire que c'était obligé par mauvaise interprétation des textes, mais aussi parce que les gens ne font que lire les recommandations qu'on leur donne. Ouais, c'est ça, c'est des recommandations, des circulaires. Moi, j'ai vu ça dans le social aussi. Selon les associations dans lesquelles tu bossais, tu étais soumis, soi-disant, ou pas à l'injection. Il y a un truc très important aussi que tu dis dans ton livre, dans ton intro, quand tu expliques que tous ces corps de métier là dont tu viens de parler, finalement, ils étaient obligés de se faire injecter pour pouvoir continuer de travailler, sauf les sociétés privées. Alors ça, j'ai découvert, parce que je savais quelques trucs, mais alors là, tu vois, comme quoi, encore en 2026, on en apprend et je te remercie. Les sociétés de sécurité, alors attends, parce que les sociétés de sous-traitants, comme Vigile, vérifiant le pass sanitaire à l'entrée, eux n'étaient pas soumis à l'injonction de l'injection. Ça, c'est quand même costaud. Ben ouais. Et d'ailleurs, ils ont été... Alors, ça fait quand même... Il faut savoir, pour la petite histoire, je suis désolée, mais c'est important d'avoir plusieurs petits bouts d'infos, mais ça fait des années que beaucoup d'établissements demandent des agents de sécurité, surtout les établissements de moyenne ou petite taille et dans le public, parce que faute de moyens, on ne mettait pas en place des agents de sécurité, et faute de moyens et je dirais d'habilitation, les agents de sécurité dans les hôpitaux de petite et moyenne taille sont que des agents de sécurité incendie. D'accord ? Donc, l'agent de sécurité civile ou de sécurité rapprochée, sécurité civile, on en a très peu dans les petits, moyens établissements. En l'occurrence, dans l'établissement où je travaillais, on en a demandé pendant des années, ne serait-ce que pour être un peu plus en sécurité en cas de problème aux urgences. On n'en avait pas eu. Et d'un seul coup, il pleut une société de sécurité qu'on sous-traite pour aller vérifier des passes devant la porte des urgences. Je suis désolée pour le rictus parce que c'est pas drôle. Franchement, c'est pas drôle. Et pour la porte d'entrée, dans laquelle il y a un va-et-vient incessant, juste parce que d'un seul coup, on ne peut plus venir voir les patients si on n'a pas un pass, on ne peut plus venir faire une consultation si on n'a pas un vaccin, on ne peut plus venir se faire soigner si on n'a pas un morceau de papier dans un établissement public. Mais la personne qui te demande ça n'est même pas légitime à te la demander parce qu'elle est constamment dans l'établissement ou dans l'enceinte de l'établissement, parce qu'il faut savoir que je dis bien dans l'enceinte, je vous explique après pourquoi. Parce que, enfin bref, du moment où on passait la barrière, on n'avait pas le droit de venir. Moi-même, dans mon bureau syndical, je n'avais pas le droit parce que j'étais dans l'enceinte de l'établissement, même en étant dehors sur le parking, même en étant dans une partie de bâtiment pleine d'amiante et vouée à la destruction dans mon bureau, je n'avais pas le droit, on avait le droit de me laisser dans un bureau plein d'amiante et de plomb, mais on ne pouvait pas me laisser rentrer parce que je n'avais pas le Covid et je n'étais pas vaccinée. Ça, c'est la première aberration. La plus belle, c'était celle-là. C'était les sous-traitants n'ayant pas l'obligation de la part de leur entreprise et dans la loi du 5 août, l'agent de sécurité n'étant pas concerné, puisqu'il n'est pas salarié de l'établissement, il avait quand même le droit d'aller toucher les papiers des gens pour vérifier les passes et vérifier en plus un paramètre de RGPD, de secret médical, et en voyant la date de naissance, le nom et le prénom de la personne, parce que les applications n'étaient pas sécurisées, on voyait toutes les informations. Et puis même c'était dans votre téléphone, donc n'importe qui voulait pirater votre téléphone pouvait le récupérer. Tout ça pour
empêcher la propagation d'un virus. Mais du coup, on soignait pas les gens, et les gens qui vérifiaient que tu avais le droit d'aller te faire soigner parce que tu étais vacciné ou que tu avais un pass, c'était des gens qui eux-mêmes n'étaient pas à jour de leur vaccination et n'avaient même pas certainement le vaccin obligatoire pour être dans l'enceinte d'un établissement hospitalier, c'est-à-dire l'hépatite B. On en rirait si c'était pas aussi dramatique, parce que évidemment on a 6 ans de recul et maintenant, bon, comment dire, ouais, c'est ironique en fait. Quand on rit comme ça, c'est pas, mais c'est tellement gros. C'est absurde. Là, par contre, dans les témoignages que tu as pu recueillir, c'est lourd, c'est émotionnellement, parce qu'il y a des vies fracassées derrière. Il y a des familles complètement bousillées, il y a des carrières complètement bousillées. Il y a aussi cette, j'allais dire, ce que je peux ressentir, et cet espoir en la vie un petit peu flingué à ce moment-là, tu vois, tu te dis, t'as plus aucune illusion sur le monde. Si aujourd'hui, moi, on peut m'empêcher de travailler, on peut m'empêcher d'avoir des revenus parce que je ne veux pas me plier à une injonction, finalement, ça va vite, quoi. Enfin, tu vois, et je redis, je l'ai déjà dit, l'État en est responsable, et pour moi, c'était bien manipulé et voulu, et c'est encore souhaité. On va le voir après avec un extrait là aussi. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Elsa? Qu'est-ce que ça t'a fait? Alors, évidemment, là, quand t'as recueilli ces témoignages, et toi-même, tu étais déjà dans l'émotionnel, forcément, fortement, puisque en plein dedans. Mais là, encore, quand tu prends du recul en 2026, on en sourit, comme on disait, de manière ironique, mais enfin, moi, ça a été une grande claque quand même, hein, dans la tronche. Fallait se la sentir, celle-là. Hein. En fait, on sourit de manière ironique parce que en fait, ce texte est absurde. Cette loi du 5 août est absurde. Je ferai une parenthèse après, mais quand j'ai recueilli les témoignages, c'est venu tout seul, en fait. C'est avec les collectifs, avec tous ces gens qui appelaient en étant dans la détresse, en ayant aussi peur de ce qu'allait leur arriver, de ce qu'ils allaient pouvoir devenir, de la peur de prendre la décision de perdre leur vocation. C'est pas, on tombe pas dans le métier du soin par hasard. Même la femme de ménage, même le plombier, il tombe pas dans un établissement de santé ou médico-social ou social par hasard ou éducatif. C'est pas possible. Il y a pas, enfin, je suis désolée, j'ai pas plus de mots, mais il n'y a pas de hasard quand on arrive dans le métier du soin, de la santé ou du médico-social. Donc, il n'y a pas de hasard à vouloir rester. C'est des gens qui ont une foi entière en la guérison, l'accompagnement, l'aide. Quand j'ai reçu toutes ces centaines de témoignages et que j'avais ces gens au téléphone, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? Alors, très clairement, hein, j'ai appris à lire en 6e. Donc, j'ai appris à écrire en 6e. Il n'y a pas si longtemps, finalement. Mais je me voyais pas écrire un bouquin du tout. Mais j'ai pas eu le choix. Pour moi, c'était la seule façon de pouvoir leur donner une visibilité supplémentaire. On avait fait des conférences de presse, on avait fait... Et puis, c'est salvateur d'écrire son histoire. Il y en a beaucoup qui n'ont pas osé parce que ça leur faisait peur. Et finalement, ils ont écrit et ils m'ont dit, ça m'a fait du bien. Il fallait passer par ce truc d'extérioriser. Moi, j'écris beaucoup depuis toujours, même si j'ai appris à lire et écrire tardivement parce que j'aimais pas l'école où je faisais juste une opposition tranquille. Mais j'en ai besoin et c'est salvateur et ça permet d'évacuer. Donc, c'était un double jeu, mais ça a été tellement difficile de choisir, de faire un choix, mais j'avais pas le choix. Je suis allée voir l'éditeur avec mon directeur de collection. Et combien de pages? Combien de pages? J'en sais rien. D'abord, on te parle en signes.
et pas en pages quand on te parle de bouquins. Mais j'y connaissais rien. Enfin bref, j'ai été super bien accompagnée. Je remercie encore la personne qui m'a accompagnée pour ça, parce que sans lui, j'aurais pas réussi à le faire. Et je vous avoue que je vais être vulgaire, mais je l'ai torché en 2 mois et demi, parce qu'on était speed, parce que c'était à la bourre, parce qu'on avait décidé une certaine date pour le sortir, et que un jour j'ai failli tout jeter. J'ai eu alors il y en a qui diraient le syndrome de la page blanche. Moi, j'ai eu le syndrome de panique en disant je vais pas y arriver, de toute façon, ça va pas le faire. Bref, et ça avait tellement d'importance que il fallait quand même le faire. Et c'était tellement dur de choisir que je me souviens, le dernier, c'est Claude. Claude, c'est pas un soignant. Claude, c'est quelqu'un que j'ai très fort dans mon cœur, qui a vécu de manière interposée la suspension et la peur de sa fille. Sa fille qui est quand même allée jusqu'au bout. Il y a aussi le témoignage de sa fille dedans. Et je me souviens d'avoir dit, non, je le mettrai celui-là, parce que les soignants, c'est pas que les soignants. Ça concerne tout autour. C'est aussi des dégâts collatéraux. C'est les enfants. Nos enfants aussi ont empathie. Euh, c'est l'absurdité de la situation. Comment expliquer à nos enfants que cette situation absurde existe et qu'elle n'est pas normale, mais qu'il va falloir la traverser. Et la famille, combien de personnes ont perdu le lien avec la famille, avec les amis? Moi, j'ai plein d'amis qui me parlent plus maintenant, ou qui ont le cul merdeux quand ils me croisent. Alors aujourd'hui, je le dis, tant pis. Si vous êtes mal avec ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Parce que, en plus, moi, je vous en veux pas d'avoir fait de la merde et d'être allé gaspiller votre santé. Enfin, on n'en veut à personne. Il n'y a pas de... Chacun a fait son choix. Sauf que nous, on avait un choix pressurisé, un choix, un choix confronté à toute notre vie. Enfin, faut savoir qu'aujourd'hui encore, 6 ans après, il y a des gens qui remontent pas. Moi, la première, financièrement, je suis toujours pas remontée de toute la problématique que ça a engendré derrière. Parce que il y a des gens qui n'auront eu plus rien. Des RSA refusés, encore aujourd'hui, eh ben voilà, c'est maintenant qu'il faut le dire, il s'est posé là, j'ai perdu, et on a perdu nos trimestres de retraite. C'était écrit dans le texte de loi et dit par le Conseil d'État, mais ça, c'est pas possible en fait au niveau administratif, c'est pas faisable à cause de ce qu'on appelle de la déclaration sociale nominative et des déclarations URSSAF qui sont à faire, c'est-à-dire qu'une paye à zéro passée dans les mains dans l'administratif informatique de l'URSSAF ne peut pas générer des trimestres. Parce que 0 heure de travail égale 0 trimestre cotisé. Sauf que cette loi du 5 août disait qu'on ne pouvait pas nous éliminer nos trimestres, sinon ça devenait une punition. Et alors que cette loi ne pouvait pas être une punition, puisque c'était pas comme la suspension pour faute, ou la suspension pour faute, je le rappelle, c'est maximum 4 mois le temps de passer en conseil de discipline, et c'est avec un maintien de salaire. Et donc, quand on a un maintien de salaire et qu'on est suspendu pour faute, on cotise pour nos trimestres de retraite. Sauf que quand on a été suspendu par la loi du 5 août pour préserver les gens, pour pas qu'ils tombent malades, mais qu'on avait le droit, attention, ça va être long, qu'on avait le droit d'aller travailler alors qu'on était malade et qu'on avait de la fièvre, mais suffisait qu'on n'ait pas beaucoup de symptômes pour avoir le droit d'aller gagner un salaire, donc de gagner nos trimestres. Ce qui fait qu'après, quand on n'était plus malade, on était resuspendu. Et ensuite, en étant resuspendu au bout de 4 à 6 mois, selon la date à laquelle on était revenu, il faut bien le savoir, parce qu'avant le 15 février, c'est un bordel sans nom. Et donc, on nous a éliminé nos trimestres de retraite, on nous a éliminé nos salaires, mais en aucun cas, si on les écoute, c'était une punition. C'était pas une punition, c'était pour le bien de la population. En fait, ils se sont foutus de notre gueule à partir du
13 mars 2020, quand ils ont commencé à déjà réfléchir à comment ils allaient mettre la pression au reste de la population, quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à mettre la population, tout le monde dans le même sac, ils se sont dit ce qu'on va pouvoir toucher le mieux, et en plus, catégorie socio-professionnelle majoritairement féminine, donc avec une conscience. Alors, je ne dénigre pas les hommes, excusez-moi, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que à un moment donné, les femmes ont un truc en plus, je sais pas. Les mecs, ils arrivent à mieux se détacher, quoique ça devient de plus en plus faux. Mais quelque part, ils ont su jouer sur la catégorie socio-professionnelle qui touchait une catégorie de population qui était beaucoup plus empathique et beaucoup plus sensible que la moyenne. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait dire au niveau biologique, énergétique ou d'autres choses. Et donc, c'est sur nous que ça tombe. Donc, ils n'ont pas pu mettre la pression à la restauration, parce que sinon, qui mange plus, paye plus de TVA. Enfin, qui mange plus, donne plus de sous au resto, donc le resto donne plus de TVA à l'État, donc ça fait perdre trop de sous. En même temps, dans les hôpitaux publics, ce qui était majoritairement le plus soutenu, parce qu'il faut savoir, entre parenthèses, que dans le privé, il y a eu des endroits où ils n'ont... Ah, bonjour mon Nico, gros bisous mon chéri. Ils ont eu un degré de marge de manœuvre. Une latitude, tu veux dire, ouais. Ouais, dans le privé, ils ont tellement eu peur de ne pas faire assez de ronds que finalement, pour certains, ils avaient le droit d'y aller avec un coton-tige dans le nez. Bon, moi, je me serais pas fait mettre un coton-tige dans le nez tous les 10 jours. Ça. D'ailleurs, tous mes tests, je les ai fait toute seule à la maison et je les ai fait certifier par un soignant. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis retournée travailler. Hein, et c'était mais après, ils ont foutu la pression plus importante. Tu te rappelles, ça, au début, c'était, je sais plus combien de jours que c'était valable. Après, ça a baissé à 3 jours. Après, c'était 24 heures. Enfin, oui, mais ça aussi. Alors, nous, on avait réussi à stopper cette absurdité. Mais par contre, on n'a jamais réussi à faire valoir l'autotest, ou pas suffisamment. Mais l'autotest était tout autant valable, puisque de toute façon, on ne sait pas plus ce qu'ils testent que les autres tests. Mais ça a été, mais ouais, c'est ça, d'une perfidie et d'une violence extrême. Je suis assez d'accord avec ce qui est dit en commentaire. Mais c'est limite, c'est sadique. J'avais vu une série à l'époque, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui s'appelle L'autre côté, une série espagnole, qui un jour tapez L'autre côté série et vous verrez. Eh ben, je l'ai montré à ma fille il y a quelque temps et elle m'a dit, maman, on dirait la période Covid. Ouais, je vois, c'est les parents, il y a des sœurs jumelles dans le truc. Je sais, non, je sais pas si, non, c'est pas des jumelles. Enfin, il y a des gens qui ont un pass, qui ont le droit d'aller travailler avec un pass, mais il y a d'autres personnes, ils n'ont pas le droit, il faut pas être malade et tout le monde était, enfin, un truc, mais juste immonde. Et tu te dis, mais oui, on vit une fiction. Tout ça pour dire qu'encore aujourd'hui, les gens sont pénalisés. Moi, j'ai été bloquée par la CAF, j'ai été bloquée par France Travail, j'ai pas eu le droit à mon chômage. J'ai, Nico le disait dans ses commentaires, 2 ans sans chômage. Les droits chômage, moi, m'ont été comptés bizarrement parce que pendant la suspension, quand on allait travailler, selon les France Travail dans lesquels on tombe, et ben en fait, je vais le dire clairement, ils nous niquaient, hein. Il y a eu les départements qui donnaient du RSA, il y a eu des départements qui donnaient pas du RSA. Je rappellerai que la loi du 5 août sur le Conseil d'État avait clairement dit que ça ne devait pas nous lâcher nos droits sociaux, puisque sinon, si une loi interfère sur des droits sociaux, une loi comme celle-là d'exception interférait sur les droits sociaux, ça voulait dire que c'était une punition. Alors que normalement, on n'était pas sur une punition. Donc aujourd'hui, j'ai la preuve de plusieurs personnes, mon dossier, d'autres personnes, et j'en appelle à qui veut le faire. Il suffit d'aller demander à la CARSAT son relevé de retraite, et plus on est nombreux à le demander, plus on aura de la marge pour faire valoir que cette loi
elle n'a pas été respectée, n'est pas respectée et ne pouvait pas l'être, puisqu'administrativement, les moyens administratifs autour n'étaient pas envisagés correctement pour la loi. C'est-à-dire pour mettre en place cette loi correctement, sans qu'elle soit délétère et qu'elle ne fasse aucun mal et soi-disant qu'elle fasse le bien qu'elle aurait dû faire, la seule chose, c'était de pouvoir prévoir que ça ne coupe effectivement pas les droits sociaux, ce qui a été faux et ce qui est faux depuis 6 ans. Si on recense le nombre de personnes qui n'ont pas eu le droit au RSA, ça fait partie des choses pendant leur suspension, ça fait partie des pénalités qui n'auraient pas dû exister. Si chacun demande son relevé de retraite, quelle que soit la nature de son activité au sein d'un métier, d'une profession appelée soignant par la loi du 5 août et qu'il y a des trous dans les trimestres, ils doivent absolument faire un recours et demander, même aux défenseurs des droits, tout simplement, à ce que leur trimestre de retraite soit recompté et recomptabilisé. Pourquoi ? Parce que quand on va s'y prendre au dernier moment, tout le monde aura passé l'éponge, tout le monde aura oublié et on va être dans une galère sans nom. On est encore à 3 ans, 4 ans, 3 ans de la réintégration. C'est encore frais au niveau des administrations. Donc voilà, soyez vigilants sur vos droits. La loi du 5 août n'avait pas le droit de nous lâcher nos droits sociaux et elle l'a fait. Je vais le faire, hein. Honnêtement, je vais regarder et je vais aller voir aussi les retraites et je te dirai de toute façon. Et merci d'être. Parce que là, vous avez une féroce en face. Là, Elsa, quand elle met le nez dans un truc, elle lâche pas. Et elle va jusqu'au bout. Mais tant mieux. Et je te remercie, Elsa. Mais c'est vrai. Mais heureusement qu'il y a des personnes comme toi et qui écrivent des livres et qui témoignent et qui vont dans les textes comme ça, les chercher les trucs, tu vois, parce que là, ce que tu viens de dire, et tu nous l'as dit en off tout à l'heure, je ne savais même pas, pour les retraites, je n'ai jamais entendu. Tu vois, donc heureusement, je te remercie, je salue ton travail. Ça fait 3 ans que je pointe ça du doigt en me disant il va falloir qu'on vérifie. J'avais même pas pris le temps de le faire pour moi, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est pareil pour la maladie professionnelle. Si je veux appuyer sur le bouton maladie professionnelle, en cette période qui nous avance en plus vers une autre future pandémie éventuelle, soyez vigilants. Soyez vigilants sur non seulement la retraite, mais la maladie professionnelle. C'est-à-dire que actuellement, je travaille avec mon association pour accompagner des victimes dans la reconnaissance de leur maladie professionnelle. Mais il n'y a pas que les victimes du vaccin qui ont le droit à la maladie professionnelle, puisque je vais dire un truc qui ne va pas plaire, mais je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, mais pour rappeler aux gens qu'ils ont tous des droits. Mais le SARS-CoV ayant été classé agent pathogène de catégorie dangereuse et doit être recensé dans tous les documents uniques d'évaluation des risques professionnels, sans vous faire un cours de RH, de ressources humaines. Mais ça veut dire que le SARS-CoV, pour toutes les personnes qui ont un Covid long, quelle que soit leur activité professionnelle, si ça avait été des entreprises qui ont été obligées de fermer ou d'être mis en télétravail, normalement, votre Covid long doit être reconnu en maladie professionnelle et pas simplement en longue maladie ou en congé longue durée. Pourquoi ? Parce que ça ne signifie pas la même chose. C'est un risque professionnel du fait d'une maladie d'extrême dangerosité, comme l'a dit le gouvernement, puisqu'il a nécessité des mesures exceptionnelles d'urgence et qui donc a engendré des symptômes, la maladie a engendré des symptômes dangereux pour la santé, qui vous mettent votre vie entre parenthèses et qui méritent bien d'avoir la rente de maladie professionnelle. Et attention que la sécurité sociale va faire en sorte de ne pas accepter pour certaines régions. Je ne nommerai pas
la CPAM du Rhône, qui est très, très, très réticente au fait de déclarer des maladies professionnelles, ne serait-ce que pour les personnes qui ont une reconnaissance du fait de la vaccination. Bah, tu as plein de commentaires là. Je sais pas si tu vois mes yeux là, j'essaie Si, de je suivre en vois. même temps. Je t'avais déjà reçu pour ça sur la maladie professionnelle et c'est bien que tu fasses un rappel là-dessus parce que c'est primordial. Je rappelle ton livre, Paroles de soignants suspendus. Ouais, tu peux être fier et vraiment bravo et merci de faire ce travail-là. On a remis le lien dans les commentaires et tout pour pouvoir le commander. Soutenez parce qu'en plus, Merci. Elsa, elle le fait pas pour elle en fait, hein. Elle fait au nom de tous les soignants et de tous les suspendus et toutes ces personnes qui, comme le disait tout de suite, là, il y a 5 minutes Elsa, encore aujourd'hui, on paye les pots cassés, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau social. C'est voilà, enfin, c'est hallucinant en fait ce qu'on a vécu, hallucinant de violence. Pour faire le lien et le parallèle, non pas pour faire du buzz ou l'actualité, mais vous m'avez juste dit, Eric et toi là en amont, de passer un extrait. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça s'agit, mais je devine un petit peu. On va le passer, Eric, si tu veux bien, et puis après on va laisser la parole à Elsa. Euh, je ne sais même plus son nom à elle, puisque je ne suis pas tout ça, moi, ces Stéphanie politiques là. Ries. Madame la Présidente, Stéphanie Ritz. Monsieur le ministre Aurélien Rousseau, Monsieur le député, alors oui, vous l'avez dit, il y a des choses qu'on sait sur ce virus et c'est plutôt une bonne nouvelle, virus connu depuis les années 90, un virus qui a une transmission interhumaine, un virus qui peut rendre malade, très malade, voire faire décéder les patients. Mais il y a aussi, et vous l'avez dit, des choses qu'on ne sait pas sur ce virus. Par exemple, le lieu où la première personne décédée a eu le virus, où par exemple nous n'avons pas encore totalement l'entièreté du séquençage du virus qui nous permet de dire avec certitude aujourd'hui, même si on est à ce jour plutôt rassuré, nous n'avons pas la certitude de dire que ce virus n'a pas encore muté. Dès le début de l'alerte de l'Organisation mondiale de la santé, je rappelle le 3 mai, nous avons effectivement, avec le ministère, avec le centre de crise, avec la Direction générale de la santé, avec Santé publique France, avec aussi la mission en risque épidémiologique, avec l'Institut Pasteur, avec des scientifiques, nous nous sommes mis en organisation pour pouvoir apporter des données sûres et des données transparentes à nos concitoyens. Merci aussi pour le soutien que vous nous apportez dans la politique que nous menons avec le Premier ministre. Dès le 7 mai, nous avons communiqué à travers des communiqués de presse, des communications publiques, qu'elles soient télévisuelles ou radio, avec le Premier ministre. Il y a des réunions biquotidiennes à Matignon sur le sujet. Je profite de votre question pour remercier tous ces acteurs déjà engagés, que ce soit Santé publique France, les agences régionales de santé avec qui je suis en lien très rapproché. D'ailleurs, c'est ce qui a permis à mettre les patients, j'aurai l'occasion d'y revenir, les patients à risque en hospitalisation. Et toutes ces réorganisations dont vous parlez ne mettent en aucun cas des difficultés par rapport à la réponse de la crise. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je n'ai pas les mots. Là, chez moi, on dit il n'y a rien là. Non, mais vraiment, il n'y a rien là. Ça rappelle rien à personne. Sérieux, j'ai écouté ce matin France Info et de temps en temps j'écoute parce que c'est important de savoir ce qui se dit dans la partie adverse. Alors je parle pas de France Info, la partie adverse, même si bon, ils sont quand même voilà, ils sont pas assis sur le mur entre les deux parties, hein, mais ils penchent plutôt d'un côté, mais c'était rigolo parce que ma première réaction, c'était Anti-circus, moi j'aime bien. Anti-circus, mais c'était même discours, tout en disant que c'est différent, qu'ils ont appris de leurs erreurs durant le Covid, mais qu'avec le même narratif. Et là, tu te dis, et pourquoi toujours le comparer au Covid? Qu'est-ce que vous avez à justifier, les gars? Il est où le problème?
Après, on te dit, attention, oui, c'est un virus qu'on connaît depuis les années 90, mais il faut pas croire qu'on connaît celui-là. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est pas le cousin, du frère, du grand-père. C'est rien à voir. Non, mais Oui, puis si le peu que j'ai suivi, en fait, il y a eu, c'était quoi, 2 personnes sur un bateau de croisière qui étaient non, mais là, apparemment. on est à plus, on est à Ah, 8, on ouais, non, est à 22. la base. Il y a 22 personnes parce que finalement, les gens qui étaient descendus du bateau plus tôt, ils sont partis les rechercher. Ils sont en train de Voilà. les chercher. Donc, c'est des gens qu'on a dit aujourd'hui être en cours d'acheminement jusqu'à un hôpital pour y être en quarantaine pendant plus d'une vingtaine de jours, voire, je crois, 42 jours, parce que finalement, ils sont pas sûrs d'avoir confiance dans le fait qu'ils puissent se faire s'auto-confiner. Donc, je sais même pas comment on a réussi à confiner tout le monde en 2020 de manière confiante, si cette fois, avec 22 cas, on n'a pas confiance. On est dans le même merdier que la loi du 5 août, hein, vous m'excuserez, mais c'est le même bordel. C'est comment patauger dans la choucroute parce qu'on nous a demandé d'aller vendre un produit, mais qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Ça pue. Ça sent pas bon. Mais je dirais chacun fera son choix. Ouais, parce qu'on commence à entendre ce discours aussi là enfin, j'ai entendu ça sur nos réseaux, hein, dits alternatifs, que il commence au début c'était, il y a pas, non, il y a pas de remède, comme le coco. Voilà. Finalement, ouais, un vaccin éventuellement. Et quand tu regardes quand même les actionnaires, les actions, machin, Moderna, ça a pris un peu quand même au niveau des chiffres parce qu'ils travaillent visiblement sur une future injection. Effectivement, comme tu dis, ça pue. Voilà. Mais oui, ça sent Alors, pas bon. Il y a pourtant des gens, malheureusement, j'en discutais avec une copine tout à l'heure, qui me disait qu'elle en avait parlé hier. Et elle a une amie ou quelqu'un qu'elle connaissait qui était présent qui disait, ouais, mais moi, par contre, s'il y a un vaccin antivirus, je le prends, hein, parce que c'est bien les vaccins. Ah, t'as envie de lui dire, toi, t'as eu un placebo, t'as eu beaucoup de chance, c'est bien, parce que si tu tombes pas sur le bon, tu tombes pas sur le bon. Mais c'est pareil, oui, je sais qu'il faut pas écouter France Info, mais à un moment donné, pour savoir ce que l'adversaire te prépare, il faut écouter et savoir entendre ce qui est en train de se préparer. ouais, c'est vrai. Parce que à chaque fois qu'ils nous font ça, il y a un nuage de fumée à fouiller derrière. Et j'aimerais bien qu'on se rappelle quelles lois sont en train d'être étudiées en ce moment et examinées à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas vous guider pour ça. Je vous laisse aller regarder de vous-même sur l'agenda de l'Assemblée nationale, parce que quand ça pue à ce point-là et que ça accélère, alors que on en entend parler depuis plus d'une semaine, il y a eu un petit trou de quelques jours. Et puis, du coup, on reparle aussi de différentes choses. Et maintenant, on remet le couvert. Et je vous rappelle qu'il y a les sénatoriales au mois de septembre. Et que ça fait 4 fois qu'on veut destituer quelqu'un, qu'on n'arrive pas à dégager, et que c'est en train de chauffer de plus en plus fort. Et que les dernières élections municipales qui se sont passées ont eu un grand changement dans beaucoup de communes, plus que ce qu'on pourrait croire. Que ce soit des petites communes ou des grandes communes. Et je suis bien placée pour savoir. Actuellement, mon métier, c'est secrétaire de mairie. Donc, il y a toutes ces choses-là auxquelles il faut prêter attention. Mais on ne peut pas prêter attention à tout. Mais moi, dans ces choses-là, je fais un petit chemin. Et vraiment, je vous conseille d'observer à chaque fois qu'il y a de la propagande comme ça qui s'accélère, ça pue le nuage de fumée. Et quand ça pue le nuage de fumée, ça veut dire qu'ils vont nous pondre un truc derrière. Je vous rappelle qu'il y a des lois très importantes qui sont toujours en stand-by et qui ne sont toujours pas votées. Ça les dérange pas d'aller le faire en pleine nuit pendant qu'on est en train de regarder l'antivirus se développer entre terre et mer. Donc, voilà pourquoi effectivement, ça c'était pour justifier, je comprends, oui, il ne faut pas écouter France Info, mais je ne regarde pas la télé et j'écoute que pendant mon trajet voiture
parce que ça me permet d'avoir les infos du matin. C'est là où les gens, on a les trucs un petit peu plus chiadés que les autres. Et c'est parfois très intéressant de savoir ce que nous prépare l'ennemi. Et ça aussi, pour ça aussi, merci Elsa, parce que moi personnellement, ça m'est très difficile d'aller justement écouter des personnes comme ça, tellement, voilà, c'est trop en fait. Comme dirait Salim Laibi, c'est pornographique tellement c'est gros et ça se voit et ça dégueule de partout. Oui, Et mais en bon. même temps, effectivement, en même temps, comme dirait notre cher président, Hein. effectivement, t'as entendu le son de ma voix, l'intonation là. Euh, En même temps, bah, il faut effectivement connaître ce qu'a l'ennemi, ou en tout cas là où il place des pions, parce que bah, là, en faisant juste des petits rapprochements, des petits trucs, nous, parce que tu le disais, c'est encore récent et encore frais dans nos vécus et dans notre histoire, bah, on fait des rapprochements avec le coco. On a vu toute l'ingénierie sociale, toute la propagande se développer, et là, on nous refoule les mêmes trucs. Comme on disait en off, ils ne se fendent même pas de changer les textes, ils remettent les mêmes médecins, comment on appelle ça là, les plateaux, les docs, les médecins de plateau là, ils nous refoutent exactement les mêmes choses. Hier, je te disais en off, j'ai vu repasser en replay que Buzyn, elle est revenue sur les plateaux télé. Enfin, faut le vivre quand même. Hein. Donc bon, bref, voilà, pour ne pas tomber dans les narratifs, ou pas d'ailleurs. Et tu sais, quand tu n'as plus de torchon neuf à utiliser, tu vas chercher les vieilles serviettes. Hein. Ouais, et alors là, par contre, tu vois, l'adage pour éponger. Je dis bien pour voilà, éponger. parce que l'adage qui dit c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, là, c'est pas vrai pour le coup. Mais non, on est plutôt sur des serviettes et des torchons et ça sert à éponger les inondations quand tu fermes pas le robinet, quoi. ouais. Et tu vois, tu parlais de toi, et c'est très bien aussi de prendre cette position méta, là, un petit peu regarder, voilà, en position un peu haute, et aussi au niveau mondial ce qui se passe. Ça tombe très bien, tout ça, là. Hein, l'affaire Epstein qui commence enfin à être un petit peu dépucelée, j'allais dire, si je peux utiliser ce mot, n'est-ce pas? Oui. L'attaque en Iran, enfin tout ça, voilà. Donc, grâce à l'Ukraine, on dévie beaucoup, mais c'est un exemple parce que ça va avec le même principe. Mais grâce à l'Ukraine, ils ont augmenté le gasoil, ce qui fait qu'on va pouvoir nous vendre encore plus de voitures électriques bientôt, puisque le gasoil redescendra jamais. Mais alors moi, mais je vous jure que je retourne à une voiture des années 90 et je m'en fous de pas mettre les pieds en ville et je vais m'en foutre de plus rouler avec un contrôle technique. Sans déconner, c'est plus possible. Là, enfin bref, on nous l'a augmenté, ben voilà. C'est encore le gasoil. même, Les soignants, ils vont pas pouvoir mettre du gasoil bien longtemps parce qu'on ferme aussi des établissements dans pas longtemps. Il y en a beaucoup qui sont sous tutelle parce que on ferme des services. On continue aussi à ne plus soigner. Donc, il vaut mieux qu'il n'y ait pas beaucoup de Covid long ou d'antavirus parce qu'on a plein de services qui ferment dans les établissements. Et c'est aussi faute à la période Covid, c'est faute à la mauvaise gestion, c'est faute à l'envie de la privatisation à grande échelle, mais c'est aussi faute. Et donc, on va soigner comment les pauvres ? Les mêmes qui ne peuvent pas mettre du gasoil, les mêmes qui ne peuvent pas s'acheter forcément du Doliprane à la pharmacie pour soigner de l'antavirus parce qu'il n'y a pas de médicaments, ou qui n'ont même pas les moyens d'aller faire une consultation chez le médecin. Mais Elsa, nous sommes des gueux. Ah, j'avais oublié. Je vais aller chercher ma tenue. Je suis pas habillée comme il faut. La couille, c'est normal en fait. Qu'est-ce que tu... Enfin, j'avais oublié, pardon. On l'emmerde, c'est pour ça. Enfin, c'est évident. Qu'est-ce qu'on a à réclamer de pouvoir un peu mettre d'essence, un peu bouffer décemment, se nourrir correctement, boire correctement des choses. Enfin, franchement, on se plaint de quoi là? C'est ça. Nous sommes des inutiles, des gueux. Les gueux souffrent et les autres s'en foutent. Alors, là où, tu vois, je suis plus mitigée, peut-être que toi qui es tout le temps, enfin souvent optimiste en tout cas,
J'ai l'impression quand même que ça commence à toucher un peu les cols blancs, toutes ces histoires. Tu vois, depuis le début, on disait, vous vous sentez pas concerné, tôt ou Oui, tard, ça va vous concerner, ne serait-ce que par l'intelligence dite artificielle qui remplace les métiers, voilà, de col blanc. Tu vois, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue aussi mais là. de toute façon, ça touche tout le monde. Et en voyant, alors, tu regarderas les statistiques. J'ai d'ailleurs, mais je crois que je leur ai dit, mais j'ai proposé à des gens de regarder les statistiques augmentées du nombre de burn-out. Pas, pour la petite histoire, pourquoi je parle du burn-out? D'abord parce que cette crise était quand même hyper dangereuse psychologiquement, toujours encore aujourd'hui, elle a laissé des traces, hein. Les gens ont du mal à revenir au positif. On est face à des gens qui sèment la négativité par leur discours toujours de pas de positif, pas de lumineux, attention, danger, avec des phrases quand même hyper porteuses de négativité. Et en plus, le premier symptôme de la spicopathie, excusez-moi, j'ai arrêté d'appeler ça Covid long post-injection ou Covid long post-infection, mais c'est la même chose, c'est une spicopathie. Eh ben, c'est le burn-out. Pourquoi? Parce que tous les symptômes ressemblent au burn-out. Et en fait, on est sur cette neuropathie qui, eh ben, c'est aussi une perte. Alors, on sait que quand on diminue le taux immunitaire, quand on a certaines pathologies, enfin bref, je prends mon étiquette un peu thérapeute et sorcière, mais ouais, moi, article 4 de la dérive sectaire, je signe demain s'ils veulent. J'en ai rien à foutre. J'ai aucun lien d'intérêt avec n'importe quel gourou que ce soit, tout va bien se passer. Mais en tout cas, j'ai appris en me renseignant, en m'informant, en me formant aussi, parce que contrairement à d'autres qui font que médecin de plateau et qui se forment plus et croient tout savoir, moi je préfère me former plutôt que faire des plateaux. Et on a toutes ces pathologies qui amènent à faire une dégénérescence, je vais dire neurologique, ou en tout cas une baisse et une diminution de l'hormone du plaisir, de l'hormone de la joie, de tout ce qui nous nourrit, le nerf vague qui vibre plus, d'où d'ailleurs peut-être les statistiques de diminution de naissance pendant un temps parce que on faisait plus vibrer son nerf vague, hein, faut pas oublier que ça va avec. Bref, passons. C'était pour la petite parenthèse souriante, mais c'est la première cause. C'est cette neuropathie qui rend fade, triste. Et c'est ça qu'ils ont cherché. Donc, il n'y a pas que le burn-out, il y a aussi la spicopathie. Mais si on regarde ces statistiques-là, ils font du mal depuis très, très, très longtemps, ces gens-là. Et ça s'est accéléré depuis le début du Covid. Donc, comment tu veux que les gens, après, réfléchissent? Parce que soit on les endort avec des cachetons pour la dépression, contre la dépression. Tu connais bien ce genre de procédé. T'en parlais hier avec notre ami Nicolas. Oui, hier. Et il y a tout le reste du procédé, le psychiatre, le psychologue, et après on te fait passer pour un taré. On cherche même pas si tu es malade ou pas malade. Mais effectivement, ce narratif de la peur, eh ben en fait, c'est nous qui devons choisir d'y croire ou pas. Et donc, le narratif de la peur, il se combat avec quoi? Il se combat avec l'information et la communication. Mais pas que l'information en écoutant la radio ou en nous écoutant même nous, hein, en lisant, en rencontrant les gens, en discutant avec eux, en échangeant avec le boulanger. Moi, j'ai plus, je l'ai eu quand même, hein. J'étais pas à l'aise au début. D'abord, j'aime pas mon image, mais j'étais pas à l'aise d'être mise en avant comme ça. C'est pour ça que tu disais, je suis dans l'ombre, je travaille dans l'ombre. Ça me va bien, moi. D'ailleurs, quand j'étais trop exposée, j'en ai pris énergétiquement trop plein la tronche. Donc, je me suis un petit peu... J'ai pris du recul pendant une petite année et puis j'ai subi des tempêtes qu'il fallait traverser toute seule. Donc,
Donc maintenant, je suis un peu moins présente, même s'il y aurait des tonnes de choses à dire. Vous voyez bien, je suis sans cesse en train de parler parce que je referai tout. Mais pour rester positif, il faut communiquer. Il ne faut pas avoir peur du regard de l'autre ou du jugement de l'autre. Il ne faut plus avoir... Et puis il faut, je le dis souvent, et je le dis dans le docu que je t'ai envoyé, c'était un docu qui était vraiment chouette, où on a fait revenir les gens à la joie. Et ça fait partie des moments qui étaient vraiment merveilleux parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est par quoi on combat la peur, c'est par la joie et le sourire. Et il y a plein de belles personnes qui le disent. Il faut revenir et relever le taux vibratoire vers la lumière et le devoir de mémoire en fait partie. La communication fait partie, le partage en fait partie. Je me suis un peu fâchée sur une publication d'un gars qui a commenté la vidéo de Macha, mais je suis restée très lumineuse. Je lui ai demandé tu regarderas dans le commentaire à l'occasion, je lui ai demandé de rester lumineux, mais surtout de se mettre à la place des autres. Mais on n'a pas demandé de prendre leur place. Celui qui parlait de la cagnotte, c'est ça? Oui, on demande de comprendre et de ne pas céder à cette rage ou cette haine, parce que la peur déclenche aussi de la haine et de la division. Et leur but, c'est de nous diviser. Alors, faudrait plutôt faire des grosses réunions à se retrouver, comme on faisait d'ailleurs clandestinement les apéros sur les places du village et machin. On a le droit de recommencer. C'est pas parce qu'ils ont fait des lois pour interdire les rassemblements qu'ils sont tous interdits, les rassemblements. Si on regarde bien la loi, ils sont pas interdits. Faut juste les déclarer. On est tous capables d'en déclarer. Même quand j'en ai pas déclaré, moi, ils sont venus, les flics, me voir. C'est vous qui êtes la responsable, machin. Filez-moi votre carte d'identité. Bah non. Voilà. Donc ça aussi, c'est important parce que c'est passé par ça, toi aussi, Elsa, de dire juste non déjà, d'être ancré, aligné. Et en fait, là, non, je vais pas suivre. Et ça, c'est aussi libérateur. Et après, tu développes effectivement la joie, enfin, toutes ces connexions. Mais d'abord, se positionner. Et je pense que j'ai vu un commentaire passer en disant que les médecins étaient responsables de ce qu'ils avaient injecté. Alors ça, c'est faux. Pas encore. Ça a commencé en Europe, mais ce n'est pas du tout encore le cas. Ouais. Et pardon, vas-y, finis, Lise. Mais je préciserai un truc juridique après parce que c'est vrai et à la fois c'est pas vrai. Vas-y, je t'en prie. Ce commentaire est à la fois vrai et à la fois faux. Ils sont responsables de par deux choses. Ils sont responsables de ne pas avoir renseigné et de ne pas avoir procédé. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais ils étaient très nombreux. Et d'ailleurs, dans les vaccinodromes, tous les médecins qui n'étaient pas présents, mais sous la responsabilité de laquelle on a vacciné, sont responsables de ce qui s'est passé. Mais ils n'ont pas respecté le protocole de l'examen préalable à la vaccination. Ça, ils en sont responsables. Ensuite, effectivement, pénalement, si on veut pousser le bouchon, c'est le premier responsable. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'a procédé Pfizer et que l'État a été, je vais le dire, l'État a été assez peu intelligent. Waouh, j'ai trouvé un subterfuge au gros mot que j'allais dire, c'est terrible. Assez peu, avec trop peu de discernement que... Purée, Elsa, qu'est-ce qui t'arrive? C'est beau. J'ai décidé d'être bienveillante, donc je suis bienveillante jusqu'au bout. Et donc, et au moins, c'est drôle et tout le monde a bien compris le mot que j'aurais pu dire. Mais avec si peu de discernement, ils ont tenté le glissement de tâche, sauf que la tâche leur glisse dessus. Et plus le temps passe, plus la tâche est grosse. Parce que, je vous explique, si on prend Pfizer qui a dit, nous, c'est transparent. Et c'est ce qu'ils ont dit, hein.
Les autres, ils ont signé, on est au courant. Peut-être, mais du coup, si tu es au courant, tu es responsable. Si t'es pas au courant, tu es responsable aussi. D'accord? Et en bas, on a exécuté parce que eux, ils nous l'ont demandé. Mais si nous, en bas, la victime s'attaque au médecin qui l'a vacciné, ou à l'infirmière du vaccinodrome, ou à la secrétaire médicale qui a été ou à la secrétaire médicale qui a été fermée pendant 48 heures pour faire une piqûre, parce que ça aussi, ça existait. Et ben en fait, lui, si on veut se retourner contre lui, on a le droit. C'est de la mise en danger par la mise en danger de la vie d'autrui par négligence et imprudence, qu'on pourrait tout à fait plaider et qui est tout à fait recevable auprès du procureur. Et si on porte plainte de manière anonyme, il n'y a pas d'enquête. Mais pour la petite histoire, si on porte plainte de manière nominative contre le nom de la personne qui a signé le certificat de vaccination, l'enquête est quasi obligatoire. Ça fait des années que je le dis, mais les gens n'osent pas. Est-ce que vous avez bien entendu, les gens? Et le motif pourrait très bien être mise en danger de la vie d'autrui, et le juge ou le procureur pourrait mettre un petit bémol en disant par négligence et imprudence. Mais ça vaut quand même des amendes, des interdictions d'exercer et tout un tas d'autres trucs. Mais en fait, il faut que le patient ait pour porter plainte contre son médecin ou son vaccinateur, mais il peut le faire, c'est en gendarmerie, c'est gratuit, ça se fait même en ligne sur le site de dépôt de plainte. Et derrière, soit il y a une enquête, soit il n'y en a pas. Si le médecin est condamné ou le vaccinateur est condamné, eh ben, il n'a qu'à se retourner contre la personne qui lui a dit qu'il fallait vacciner. Donc, il se retournera contre qui? Contre l'ordre des médecins ou contre l'ARS. Et si l'ordre des médecins ou l'ARS où l'ARS veut déposer plainte, bah là après on monte directement à la DGS, qui dit la DGS dit le ministre, et d'un seul coup on est retombé au même étage que Pfizer contre qui veut se retourner. Parce que pourquoi Pfizer, en fait, ils se sont protégés d'être transparents dans on n'a pas fait les études. Le gouvernement a été trop mauvais lecteur ou de trop mauvais enfin ils n'ont pas eu les bons traducteurs, en fait. Peut-être la traduction n'était pas bonne ou c'était écrit en japonais, on ne sait pas, mais en tout cas c'était biffé pour les députés. On ne peut pas dire que tous les élus, et ils n'ont pas le droit de le dire, tous les élus ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de signer. On ne signe pas un contrat de marché, un marché public. En plus, je ne sais même pas s'il y a eu un appel d'offres ni quoi que ce soit, mais je pense qu'il a été foiré comme pas deux. Et on ne fait pas venir intervenir un cabinet conseil comme McKinsey pour nous proposer comment on pourrait faire l'étude et comment on pourrait étudier une grande manœuvre comme celle-là. Et vendre voilà. Une injection, ouais. Donc, en fait, qui sait à la fin? Parce que oui, la vérité prend toujours l'escalier. Je suis désolée pour ceux qui s'impatientent ou qui trépignent ou qui sont encore dans la colère. Il faut digérer encore un peu sa colère, continuer à communiquer et surtout ne pas hésiter. On trouve toujours des solutions. Donc oui, le monsieur qui a critiqué comme quoi on faisait des cagnottes, mais si on fait des cagnottes, c'est pour essayer d'avoir gain de cause. Pourquoi? Parce que le gain de cause pour un tel et le gain de cause pour un tel, eh ben ça aide au gain de cause et aux futures problématiques qui pourraient essayer de remettre en place pour nous faire chier, parce qu'au bout d'un moment, on les arrêtera que si on est assez nombreux. Et tout le monde n'a pas forcément les coronesses d'aller jusqu'au tribunal 3, 4, 5 fois. Moi, j'en suis à 3 TA et un Conseil d'État. C'est grâce au Conseil d'État que je sais aujourd'hui, et c'est parce qu'on m'a aidé à financer le Conseil d'État, merci le SLS et d'autres personnes, merci aussi à mon avocate adorée qui est toujours prête à donner du temps pour pas grand-chose et qui donne énormément de travail, mais c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je sais
J'ai un courrier du ministre de la Santé en 2024 qui nous répond que le décret du 30 juillet 2022 n'aurait jamais dû maintenir la suspension. Ça, un jour, ça nous servira. Aujourd'hui, je les distribue à des avocats. J'espère que ça pourra servir à d'autres personnes qui font des recours parce que moi, j'ai épuisé quasiment tous les recours. Donc, c'est avec cet assemblage-là, dans la joie et en quittant la peur et la colère, qu'on arrivera à avancer. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est continuer à les resserrer au milieu de cet étau, parce que c'est eux qui plongeront à la fin. Malheureusement, on aura perdu beaucoup de gens entre-temps, et on aura laissé beaucoup de gens sur le carreau. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que l'entraide, la communication et le partage, c'est indispensable. Ouais, carrément. Et se voir en vrai, si vous pouvez vous voir en vrai et construire ce monde-là que nous désirons tous. Enfin, en tout cas, ceux qui sont là. Ne te prends pas la tête avec ce genre de message là. Le Boris en question, ça me revient son prénom maintenant. Il fait ça sous chaque publication que je Oui, fais. oui, je Donc, sais, même là, mais, j'ai pris le temps de répondre, tu vois. mais Mais j'ai il y en a vu, beaucoup qui font ça, mais mais j'avais quand même envie, avec toute la bienveillance, et parce que c'est un effort pour moi, hein, quand même, de réfléchir à ce que je vais lui répondre, même si des fois ça sort tout seul. Mais il fallait à un moment donné quand même, parce que au bout d'un moment, eh ben ouais, faut pas leur souhaiter d'être à leur place alors que eux, avoir ce genre de discours, c'est pas joli. En fait, ça nourrit l'égrégore négatif que l'autre nous envoie avec ses sous-fifres. ouais, dans quoi nous sommes mortifères et qui vénèrent le diable plutôt que la vie. Et, enfin bon, c'est. Merci Elsa. Je remonte ton livre, Paroles de soignants suspendus. Je vous ai remis le lien plusieurs fois. Hop, Eric aussi vous l'a mis. Merci infiniment Elsa parce que tu es très précieuse et voilà, c'est. Ouais. On se voit bientôt en vrai, nous, hein, je crois. On est normalement. tous précieux. Oui, dans quelques jours. On est tous très précieux et tout ce qu'on a à dire est précieux. Et comme tu disais, il faut le dire et oser le dire et cultiver autre chose, entretenir une autre énergie que celle dans laquelle on veut nous mettre. On est responsable de la façon dont on dit les choses, mais pas de la façon dont elles sont interprétées. Nous sommes responsables de nous, de nos mots, M-A-U-X et mots M-O-T-S, et de nos comportements. Le reste ne nous appartient pas. Elsa, merci infiniment. Merci à toi, merci à vous tous et merci à tous les deux pour tout ce que vous faites aussi. Merci Eric, beaucoup. toi et... Ouais. Merci à Eric aussi d'être toujours là, fidèle au poste. Des fois bien fatigué, le pauvre. Mais voilà. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Rassemblez-vous. Cultivez le beau et la joie et l'amour. Et on se retrouve mercredi prochain. Elsa, merci infiniment encore. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée.